Monsieur Corti pour Médecins du Monde. Après, on reviendra après. Oui, bonsoir, merci de nous avoir invités. On fera cette présentation à deux voix avec le docteur Jean-Pierre Lhomme qui est ici présent. Donc rapidement, je vous resitue Médecins du Monde pour redire que c'est une organisation indépendante qui opère en France depuis 1986, que nous travaillons sur la grande précarité, les usagers de drogue, les travailleurs du sexe, tout ce qui relève de la migration et précarité, tout ce qui relève de difficultés d'accès aux soins en tout genre pour différents types de populations, qu'elles soient en zone rurale ou urbaine, tout ce qui relève des personnes vivant comme SDF, le lien entre les problèmes de santé, le mal logement, et bien sûr une attention particulière sur le VIH, les hépatites, la tuberculose en lien avec la précarité, une histoire importante de Médecins du Monde dans le champ de la réduction des risques, un acteur parmi d'autres à l'initiative d'action autour, notamment de programme échange de seringues et d'autres bien sûr. Vous redire donc que nous avons une centaine de projets en France métropolitaine, mais aussi à Mayotte, en Guyane et à La Réunion. Et que dans ces conditions, nous avons des acteurs de terrain, bénévoles et salariés, qui au quotidien ont pour objectif d'améliorer l'accès aux soins et aux droits des populations les plus précaires et de témoigner des difficultés que ces populations ont à pouvoir en bénéficier de ces droits. Alors, nous, on a réagi sur les trois articles, article 7, article 8, article 9, sachant qu'encore une fois, nous sommes des acteurs je dirais, rationnels et militants engagés dans la lutte contre les inégalités de santé. Nous trouvons que le volet réduction des risques de la haute santé propose des textes qui sont une nouvelle approche et qui, de notre point de vue, vont dans le sens de la lutte contre les inégalités de santé et qu'elles permettent d'améliorer le stigma et les représentations sur notamment les usagers de drogue, dont la plupart, mais pas que, sont en situation de précarité. Et que de notre point de vue, ce projet de loi consiste à rappeler que ces personnes ont aussi toute notre place dans notre société, même si elles ont des problèmes sur lesquels on peut agir. Dans nos activités, donc une centaine de programmes, nous avons des recueils de données. On met en évidence que les inégalités de santé sont toujours aussi fortes dans un contexte de crise économique et sociale que vous connaissez, que la pauvreté s'installe et des indicateurs de santé qui sont particulièrement marquants. Et je pense notamment au retard de recours aux soins qui est de l'ordre de 40% dans nos populations ultra précaires, qui combinent à la fois des personnes en situation irrégulière, mais aussi des Français précaires. Ce chiffre est corroboré par d'autres acteurs qui montrent que c'est 30% de Français précaires qui retardent leurs soins, bien évidemment pour des soins dentaires et ophtalmologiques, mais de plus en plus pour des soins courants. Donc nous sommes dans un contexte où l'accès aux soins n'est pas simple, même si nous avons un très bon plateau technique, de très bons médecins, un très bon corps médical et paramédical, ce n'est pas le sujet, mais un paradoxe qui est d'observer que même si l'on a de très bons acteurs de santé, il est de plus en plus difficile de pouvoir y accéder, et c'est un constat que nous partageons et que nous observons depuis plusieurs années. Donc sur les questions de réduction des risques, sur les questions de constat global sur les besoins, on va rejoindre les discours de Madame Jourdain-Méninger autour du constat qu'il y a une urgence sanitaire et sociale à plusieurs niveaux qui impose le besoin impérieux d'innover. Lorsque 40% d'usagers de drogue par voie intraveineuse sont affectés par l'hépatite C, il est facile de dire que le droit commun est largement insuffisant et qu'il y a besoin de proposer de nouvelles alternatives pour contrecarrer le développement de cette épidémie, notamment. Sur les différents articles, je reviendrai sur l'article 7, donc sur l'accès aux TROD et aux autotests. Pour vous dire que si effectivement 40% des précaires que l'on voit, dont les usagers de drogue dans nos dispositifs, 40% retardent leurs soins, voire ne se soignent pas, on a montré que c'est quand même plus de 2 tiers des personnes reçues dans nos centres d'accueil de soins d'orientation qui ne connaissent pas leur statut sérologique vis-à-vis des hépatites B et C et du VIH. Donc il y a une nécessité de pousser davantage pour faire en sorte qu'il y ait un aller vers, une possibilité pour les personnes qui, pour diverses raisons, ne vont pas se faire soigner rapidement, ne vont pas bénéficier de messages de prévention. Il y a nécessité de développer des outils qui soient plus faciles. Je tiens à rappeler simplement que sur l'analyse du pourquoi du retard de recours aux soins, donc 40% chez les ultra précaires,
On met en évidence un manque de connaissance des droits, certes, mais aussi des difficultés d'ouverture de ces droits, que ce soit l'aide médicale d'État ou la couverture médicale universelle complémentaire, parce que si vous ne maîtrisez pas la langue ou parce que si vous ne maîtrisez pas bien le français, que vous soyez étranger ou pas, si vous n'êtes pas aidé dans vos démarches, ça reste compliqué de remplir des dossiers pour bénéficier de ces droits. De la même manière, il faut se déplacer pour aller dans des centres où l'on peut ouvrir ses droits lorsqu'on est en situation irrégulière. Bien souvent, on met en balance le risque de se faire arrêter versus la nécessité de se soigner. Et puis, il y a les effets de seuil que vous connaissez chez les Français précaires ou chez les potentiels CMUC. C'est malgré l'ACS, dont on connaît le taux de non-recours à 60%, ces effets de seuil rendent difficile encore l'accès aux soins pour près de 3 à 4 millions de Français précaires qui ne vont pas se faire soigner. Donc, dans ces conditions, encore une fois, nécessité de trouver des dispositifs, d'abord de simplifier l'ouverture au droit et puis d'avoir des dispositifs d'accès aux soins, de prévention qui soient plus dynamiques, qui aillent au plus proche des personnes, là où les autres ne vont pas, entre guillemets, je reprends des slogans d'acteurs humanitaires exercés à l'international. Et donc, sur les TROD, que ce soit donc les tests d'IPSage rapide, que ce soit aussi les autotests, nous pensons que ce seront des dispositifs importants et que nous saluons donc des mesures qui visent à faciliter l'accès à ces autotests. Et nous rappelons que sûrement en matière de prix, il faudra penser à ce que pour les personnes défavorisées, pour les bénéficiaires de l'AME ou de la CMU ou pour les associations qui sont en lien avec des potentiels bénéficiaires, que ce soit les CDAG ou autres, il faudra peut-être penser à ce que ces tests ou autotests soient gratuits. Sur l'article 8, donc sur la définition de la politique de réduction des risques, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. On voit bien qu'il est clairement fait la place à la possibilité d'innover, et on en est tous là au regard de la situation en France et au regard de ce qui a pu être, ce qui est fait à l'international et ce qu'ont rappelé mes prédécesseurs en matière d'evidence-based, qui rappellent que les travaux qui sont portés, notamment les salles de consommation ou d'autres dispositifs, amènent des résultats rationnels qui seraient positifs pour répondre aux enjeux de santé publique que l'on a à gérer en France actuellement. Sur la loi, donc sur l'article 8, pardon, on voit bien que sont rappelées les notions de supervision, de promotion de gestes de procédure, de prévention à risque, et que tous ces éléments-là s'appliqueraient aussi en milieu carcéral, et que nous ne pouvons donc que soutenir ces logiques qui consistent à rappeler que si la répression contre les mafias ou autres réseaux doit rester au cœur de nos préoccupations, une approche davantage éducative et individuelle doit être aussi mise en avant, et ce n'est pas encore le cas pour l'instant, et nous pensons que ce texte va pouvoir apporter ces avancées, et que ce texte va pouvoir permettre aussi l'émancipation de dispositifs qui rationnellement ont fait leurs preuves. Je pense au programme d'éducation risque lié à l'injection, programme analysé, travaillé avec nos collègues du CNRS, avec la NRS, avec l'association Aide, et des publications qui montrent l'intérêt de ce dispositif que l'on espère voir prochainement dans les CARUD, de la même manière que l'analyse de drogue doit être aussi étendue dans ces dispositifs CARUD pour permettre une meilleure prévention des risques sur ces questions-là, et qu'effectivement, comme vous le rappeliez, il nous semble nécessaire que, pour faciliter le travail des professionnels du secteur de la réduction des risques, la protection judiciaire qui est prévue dans l'article 9 soit étendue aussi aux autres articles, pour que ces acteurs qui proposeront leur lit ou d'autres actions telles que l'analyse de drogue puissent être protégés par le cadre juridique. Enfin, sur l'article 9, bien évidemment, je ne vais pas reprendre, mais je ne peux m'empêcher de dire qu'il faut dépasser les cadres partisans sur les questions de salles de consommation à moindre risque, qu'il y a une urgence sanitaire et sociale, à la fois pour protéger les personnes qui sont des usagers de drogue, bien souvent en grande précarité, pour protéger aussi les riverains ou l'espace public, et parce que c'est aussi des arguments légitimes qu'il faut entendre, que nous avons montré que pardon,
par les dispositifs qui sont faits à l'international et les enquêtes qui sont menées, nous avons des retours qui doivent être considérés comme positifs et qui seront une valeur ajoutée pour la réduction des risques en France. Nous avons travaillé Médecins du Monde avec la section espagnole à Bilbao sur une salle de consommation qui a montré qu'il y avait beaucoup de mythes qu'il était possible de défaire, qu'il n'y a pas d'effet d'aspiration autour de la salle de consommation. Dès lors qu'elle est ouverte dans un quartier, il n'y a pas tous les drogués de la ville ou du pays qui viennent s'y réfugier, qu'il y a une augmentation de la réorientation vers des parcours de soins, des parcours médico-sociaux, et c'est bien ça le sujet, et puis qu'il y a une baisse des violences à proximité, et ça, c'est les responsables de la police qui le disent facilement. Donc il y a tout un tas de mythes qui sont mis en avant dans différents débats qu'il est possible de démonter sur des arguments objectifs, rationnels, grâce à des enquêtes qui sont portés sur les dispositifs à l'international. Donc nous défendons fortement l'esprit des textes qui sont proposés dans ces articles. Sur la salle de consommation, redire qu'il y a un pari collectif qui est fait, et on le voit bien avec l'association Gaïa. Nous travaillons sur une préfiguration d'une salle de consommation possible à Paris. Nous travaillons avec la police, avec les riverains, avec les acteurs médico-sociaux, et lorsqu'on se parle, lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on discute, on voit que les mythes tombent, que la confiance se rétablit, et on le voit, c'est parce que ça fait depuis 1 an qu'on travaille avec tous ces acteurs-là. Et donc la salle de consommation à moindre risque, c'est aussi le pari d'une intelligence collective. Et encore une fois, vous redire que ce texte, de notre point de vue, ces textes vont dans le sens de la lutte contre les inégalités de santé, et rappellent que les usagers de drogue, notamment, ont toute leur place dans notre société, et qu'on va les accompagner, notamment dans des parcours de soins médico-sociaux. Merci, docteur Corti. Vous êtes